Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur Tipping Point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos Tipping Point ? Bonne écoute! Bonjour Patrick. Bonjour Romain. Alors aujourd'hui on est avec Patrick Négaret. Patrick, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu as dirigé plusieurs caisses primaires d'assurance maladie des CPM. La dernière en date c'était celle des Yvelines. Tu as libéré la caisse primaire d'assurance maladie. Alors ça veut dire quoi libérer une caisse primaire d'assurance maladie? Tu vas nous en parler. Pas tout de suite, réponds pas tout de suite. Parce que on a la chance avec Lucie de connaître un peu ton histoire. On a fait plusieurs Learning Expeditions chez toi. Tu nous as gentiment accueillis, ouvert les portes de ta structure. À chaque fois, on a été hyper impressionnés, hyper inspirés. Pas que par les discours, mais aussi par les gens. Parce que c'est eux qui aussi ont fait le succès de ce que toi tu as porté en tant que leader libérateur. Et en préparant l'échange avec Lucie, moi il y a un mot qui nous est venu, c'est le mot héros. Parce que il y a toujours une citation en tête, moi, de comment s'appelle-t-il, Romain Rolland, qui dit: le héros est celui qui fait tout ce qu'il peut quand les autres ne font pas. Dans cette idée, on se dit toujours, mais combien de dirigeants, combien de managers, combien de personnes sont convaincus que parfois leur organisation sont montées à l'envers et font pas par peur, par manque de courage, par manque d'inspiration, ou parce que parfois ils ne savent pas comment faire. Patrick, on aimerait pouvoir décrypter avec toi à la fois ton parcours, ce que tu as fait, pourquoi t'en es arrivé à ce constat-là et à devenir un leader libérateur. Le comment sera important, mais pour moi, tu es aussi l'homme du pourquoi. Patrick, bienvenue. Et est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter ? Oui, eh bien, je viens de terminer ma carrière au début de l'année, définitivement. J'ai presque fait toute cette carrière dans l'assurance maladie. J'ai été un peu dans le secteur privé, dans le thermalisme. Et j'étais directeur de caisse assez jeune et j'ai dirigé 5 caisses primaires. Donc voilà ma carrière, mais je me suis aussi occupé de projets nationaux qui me tenaient beaucoup à cœur. Le premier, c'est la mission recherche internationale pendant une quinzaine d'années, en plus de mon activité de directeur de caisse, parce que j'estimais qu'en France, on n'avait pas trop le souci des comparaisons par rapport aux autres, qu'on avait tendance à reproduire les erreurs qui avaient déjà été faites chez les autres ou ne pas s'inspirer des succès des autres. Et ça, on a fait ça avec peu de gens. J'avais juste une personne avec moi et le reste, c'était des directeurs et des médecins conseils qui étaient volontaires pour aller sur leurs loisirs. On a pu se déplacer à la Pentecôte, à l'Ascension, etc., à l'autre bout du monde pour voir ce que faisaient les gens et on revenait, on faisait des rapports. Et ce qui est assez regrettable, c'est des rapports qui ont été faits il y a 20 ans et sont restés dans les cartons et ça n'a pas changé les choses, quoi, alors que tout le monde disait que c'est ce qu'il fallait faire, etc. Mais sauf qu'en France, c'était pas pareil que ces gens, quoi. La deuxième chose que j'ai faite, qui me paraissait extrêmement importante aussi, c'est la démarche santé active. Santé active, c'est par opposition à l'assurance maladie, c'est l'assurance santé. Aujourd'hui, l'assurance maladie est trop curative, on le voit bien avec la Covid-19 d'ailleurs, et pas suffisamment préventive. Or, on sait que les 2/3 des dépenses, ce sont les affections de longue durée, les affections chroniques, et c'est les 8/10 de l'évolution. C'est pas la peine d'être très fort en maths pour voir qu'on va dans le mur. Sauf qu'on va dans le mur en klaxonnant. Et on pourrait juguler ça, parce que finalement, les déterminants de la santé sont pas les soins. Les soins, c'est 15% de la santé. Tout le reste, c'est l'environnement, le sommeil, la nourriture, l'activité physique, le stress, toutes ces choses-là. Et mon idée était extrêmement simple, c'est de dire, je vais faire des ateliers où les gens vont apprendre à gérer leur capital santé. Ça présentait cet avantage énorme de réduire les dépenses de santé, de leur éviter de tomber malade ou d'éviter d'aggraver leur maladie. Et ensuite, j'ajouterais de ne pas sombrer dans l'assistanat. Il n'y a rien de pire que l'assistanat. C'est dire aux gens, écoutez, qu'est-ce que vous faites aussi pour que ça change? C'est Kennedy qui disait, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Et ça a eu beaucoup de succès, à tel point que j'étais nommé directeur d'un projet national et j'ai implanté une vingtaine d'espaces santé active en France, et puis ça a été abandonné.
Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On voit bien aujourd'hui, il y a des mesures préventives qui sont extrêmement importantes contre la Covid. C'est pas ça qui soigne tout, mais par exemple, il y a des médecins qui ont signé un manifeste pour que les gens soient supplémentés en vitamine D. C'est pas moi qui le dis, je suis pas scientifique. C'est tombé lettre morte, complètement. Pourquoi ça a été abandonné ? C'était abandonné, on n'a jamais su trop pourquoi. Il y a un problème aussi en France, c'est que les budgets sont pas fongibles, comme on dit quand on parle comme un technocrate, c'est-à-dire que le budget sur lequel on faisait des économies, le budget de gestion des risques, 200 milliards par an quand même, n'était pas le même budget que celui avec lesquels on payait les ateliers, les esthéticiennes, etc. Donc je peux pas dire, si tu fais des économies d'un côté, mais on peut pas te les reverser. Et puis, disons que, quelque part, attaquer des rentes de situation, c'est pas bien, c'est même limite dangereux. Donc voilà le monde dans lequel on vit. Et aujourd'hui, c'est un peu ça ce qui se passe. Et moi, j'ai jamais voulu baisser les bras dans ce genre de choses. Et finalement, à toute chose, malheur est bon, parce que quand Santé Active a été arrêtée, alors j'étais parti à la Caisse des Yvelines, on m'avait demandé notamment pour être directeur du projet national, alors que j'habitais Le Mans à ce moment-là. Eh bien, je me suis dit, je vais pas baisser les bras, je vais faire autre chose. Surtout, malheureusement, j'avais perdu ma femme subitement, peu de temps avant. Je dis, oui, il faut que tu continues, parce que il faut pas s'arrêter, il faut continuer dans ce cas-là. Et je dis, moi, je me débrouille pas mal en management, hein. J'ai beaucoup été dans les clubs APM depuis très longtemps. Depuis 1994, j'ai créé 2 clubs, j'étais animateur régional. Et je vais faire le fin du fin en management, pour que cette caisse primaire, qui est très lourde, qui est une grosse structure, qui est comme toutes les caisses qui sont encore un peu sclérosées, quoi. Je vais faire quelque chose de fantastique. Et ça sera le dernier élément de ma carrière. Voilà, c'est comme ça que c'est venu, cette idée. Et la santé, tout de suite dans la santé, ça vient de quelque part chez toi. Enfin, tu vois, c'est cette décision d'aller là. Ouais. Et tu nous disais tout à l'heure, même là, à la retraite, finalement, les projets que tu continues de suivre ont un lien fort à la santé. C'est une passion. C'est quoi pour toi? Ça veut dire quoi? C'est vrai, c'est amusant parce que souvent, le fruit d'un rejet, moi, je suis jamais si bon que dans l'adversité. C'est-à-dire que j'étais au lycée Hoche à Versailles, qui est un lycée extrêmement coté. Et j'étais pas doué en maths. J'ai fait une première C, puis une terminale D. Et je vais me précipiter, voilà, je veux faire une école de commerce, HEC, notamment, je m'inscris en prépa. On me dit, mais vous n'y pensez pas, cher ami, vous n'avez pas un bac maths. Je dis, écoutez, je vois pas le rapport, je vois toujours pas, d'ailleurs, 50 ans après. Et puis, faut redoubler. Et mon père, avec lequel je m'entendais fort bien, qui est un type absolument extraordinaire, me dit, écoute, qu'est-ce que tu pourrais faire? Je dis, j'en sais rien. Alors, il réfléchit, puis il dit, t'as qu'à faire du droit. Je dis, pourquoi pas? Donc, je me suis mis à faire du droit. Ça marchait très bien, et puis après j'ai fait du droit public, et je me suis dit, mais là attends, chef d'entreprise, c'est pas tout à fait le chemin forcément, puis j'ai trouvé. Donc on m'a dit, il faut faire l'ENA, j'ai dit l'ENA, chef d'entreprise, c'est pas tellement le truc, puis en plus il fallait sortir dans les premiers, sinon ça avait pas trop d'intérêt, et donc je me dis, c'est directeur d'hôpital ou directeur de caisse. Non mais c'est comme ça que c'est venu. D'accord. Et j'ai fait directeur de caisse, parce que j'ai reçu directeur de caisse, j'aurais pas été reçu, j'aurais peut-être fait directeur d'hôpital. Bien m'en a pris, parce que c'est très dur d'être directeur d'hôpital, peut-être plus dur qu'être directeur de caisse. Et je me suis retrouvé dans l'assurance maladie, j'y suis resté parce que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant, on rencontre des gens fabuleux, des professionnels de santé de très haut niveau, des gens qui souffrent qu'on aide, des associations de gens fantastiques sur le terrain, et donc, je me suis pris au jeu. Je me suis dit, j'ai un rôle à jouer. Et par rapport à vos questions, à tous les deux, c'est I have a dream. Mm-hmm. Et mon dream, c'était de dire, mon rêve, c'est de dire, moi, je vais changer le service public. Parce que je suis directeur d'un service public, j'ai un rôle à jouer. C'est important. Je veux pas être un planqué du régime, passez-moi l'expression, et de dire, mais là, il faut que tu fasses bouger les choses, mon vieux, à ton niveau, certes, mais pourquoi pas? Et la preuve, c'est qu'après, ça s'est déployé nationalement. Et tu commences par où? Parce que j'imagine que, ok, là, on a posé l'ambition. Il y a quelques personnes à aller convaincre. On n'attaque pas tout ça d'un coup. On n'attaque pas Face Nord, là. Non, Face Nord avec des baskets en plus. Ouais. On commence par où? On commence déjà par s'intéresser à tout ce qui se passe autour. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Alors déjà, je voudrais dire quelques mots sur mon père, parce que c'est rare. Mon père avait rejoint les forces françaises libres après un détour par l'Espagne. On était en camp de concentration à Miranda del Obro, et il a été échangé contre un sac de grains par les Américains au bout de 4 mois, alors que la durée de vie était très faible, très courte.
Et ils ont dit, tu veux faire quoi? Dis, moi, je veux combattre contre le nazisme. Et donc, il est parti aux États-Unis. Ils étaient qu'une trentaine, elle formait pilote de chasse aux États-Unis. Voilà. Et donc, il est revenu au moment où il y a la guerre du Pacifique a été arrêtée à cause d'Hiroshima Nagasaki. Il est revenu en France ensuite. Et en fait, ça m'a complètement décalé par rapport aux autres Français. C'est-à-dire que j'ai une éducation just do it. C'est-à-dire que si t'échoues pas, tu réussiras jamais rien dans ta vie, quoi. Vas-y, lance-toi, et puis tu fais du sport, et tu fais face, t'es un homme debout, voilà, ainsi de suite. Et ça, tout ça, je me suis dit, mais mon Dieu, t'y vas, quoi. C'est tergiversé, ainsi de suite. C'est pas trop le truc à la maison avec mon frère, quoi. Et alors on était très très heureux, mais il nous a appris à être des gens responsables, hein, vraiment responsables. T'es là pour faire évoluer ton pays, t'as un rôle, etc. Et ensuite, j'ai eu cette chance de commencer mon premier poste de directeur, c'était à la Caisse des Landes, qui est une région magnifique. Et là, j'ai rencontré par hasard, je lisais beaucoup, je m'intéressais au management, un gars qui s'appelle François Austin, qui était DRH de Maïsadour à l'époque, qui a été à APM, donc cette association que j'aime beaucoup, et il parlait justement de ce qui se faisait au Japon, les sacs de qualité, etc. Puis je me dis, mais ce gars-là, il est à 30 km de la Caisse, dans les Landes, c'est incroyable. Moi, je suis ni deux, je demande à le voir. Il accepte. Et puis, il est venu à la Caisse. Il a fait venir son patron à la Caisse, qui a dit, écoute, je viens parce que c'est toi, mais qu'est-ce que je vais faire dans une caisse primaire, quoi. Et là, j'ai appris des choses et j'ai commencé à m'intéresser. Et qu'est-ce que j'ai fait à l'époque? C'est très simple. C'était en 82, il y avait les lois Auroux après l'élection de François Mitterrand qui disaient, mais il faut que les salariés s'expriment, ce qui était une très bonne idée. Donc, on va faire des lois qui obligent régulièrement à écouter les salariés. Mais moi, je me suis dit, mais c'est vachement dangereux comme truc. Parce que si on laisse les gens parler et qu'ensuite on n'agit pas, le remède est pire que le mal. Alors moi, je suis pour l'expression des salariés, mais alors à 110%. Et là, je me suis dit, mais les cercles de qualité, c'est génial. Ils ont fait ça au Japon, moi, je vais faire la même chose. Alors bien, on dit, il fait un truc du Japon, il est complètement fou. Mais je dis non, à Maïsadour, ils font ça à 30 km de la Caisse. C'est pas un truc de japonais. Et donc, ça a été fantastique. Même les syndicats ont bien le jeu, en disant, mais c'est fabuleux, quoi. On s'exprime et en plus, on trouve des solutions nous-mêmes qu'on met en pratique. J'ai commencé comme ça, mais je me suis dit, mais bingo, c'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue et c'est un élément moteur extraordinaire parce que c'est eux qui savent comment faire, quoi. Et ça a changé complètement, l'aspect des choses. Et après, j'ai mis l'équité totale en place à la Caisse de Bayonne, où ça allait encore plus loin. Et petit à petit, j'ai affiné ces méthodes de management et je me suis dit que j'avais changé de métier, que je devenais un manager. Au début, quand on fait des études que j'ai faites, on est technicien, on s'occupe, je sais pas, du contentieux, de l'immatriculation, de la production. Mais là, quand on est directeur, le rôle, il change. On peut pas tout faire. Notre rôle, c'est d'aider les autres à bien faire les choses et à donner tous les outils, toutes les méthodes qu'il faut pour qu'ils puissent bien faire, quoi. Donc là, concrètement, c'est des petits cercles où tu écoutes les gens sur des problématiques précises. Ouais. Et eux qui formulent leurs propres solutions à mettre en œuvre. En 83, bah vous étiez pas né, ni l'un ni l'autre, mais c'était révolutionnaire. Romain était né. Romain avait 2 ans. Il est beaucoup plus âgé que toi, il me semblait bien. Au grand âge. Merci de le rappeler. Merci Romain, à la prochaine. Je vais vous laisser. Et donc, non, mais, ça me paraît futile aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment... il est fou, quoi. Il va mettre la révolution. Ouais. Hein. Ouais. Donc en fait, à cette époque-là, c'est vraiment pas des techniques, mais en tout cas des inspirations outre-Pacifique, outre-Atlantique, et on parle pas du tout d'entreprise libérée. Ça n'a pas du tout été. Non, c'était même pas l'ordre du jour. C'est une terminologie qui est venue relativement récemment, ça quand même, peut-être une dizaine d'années. C'était pas la question, là. De toute façon, je pense que les principes de management sont toujours les mêmes. Quand on me dit c'est une mode ce que tu fais à la Caisse, mais si c'est une mode de donner de l'autonomie aux gens, de leur faire confiance, tu me préviens tout de suite parce que je savais pas que c'était une mode. L'être humain est ainsi fait. Vous avez des enfants, c'est pareil que pour les employés. Voilà comment fonctionne l'être humain. On a tous besoin de ça, de la reconnaissance, de la confiance, etc. Donc c'est un peu des standards du management, quoi. On les appelle comme on veut après. Mais sauf que là, c'est plus structuré maintenant. À la fin, c'est comme tout, on s'améliore, quoi. Et alors, c'est quoi les premiers obstacles que tu rencontres dans cette démarche quand tu commences à la mettre en œuvre? Quand tu commences à la mettre en œuvre, le premier obstacle, c'est le scepticisme, car c'est destructeur. Le scepticisme, bien sûr, c'est de dire, mais on a toujours fait comme ça, quoi. C'est le problème de changer les habitudes, c'est très complexe. Finalement, c'est attitude et comportement qu'on va changer, pour être précis. Et ça, il faut que les gens, ils sentent qu'il y a un intérêt.
Et moi, ce que j'ai fait tout de suite, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que les gens comprennent que c'est dans leur intérêt? Donc, c'est pour ça que j'ai dit, écoutez, moi, j'ai envie que vous soyez bien dans votre travail. Plutôt que de parler de qualité de vie au travail, qui est important, mais qui, à mon sens, est un phénomène accessoire, mais important, c'est bien dans votre travail. C'est-à-dire, vous pouvez vous exprimer sur ce que vous faites toute la journée, vous avez la parole là. Et si je suis bien dans mon travail, corrélativement, je vais exprimer tout mon potentiel. Parce que comme je suis bien, j'ai envie de m'exprimer, de faire les choses bien, et la performance suivra. Il faut faire une performance d'une caisse de sécurité sociale. C'est pas la fonction publique. On est une délégation de service public, on a des résultats à obtenir. On est très très encadré là-dessus. On a la culture du résultat en quelque sorte dans ce genre d'organisme. Et donc là, les gens, si on fait qu'ils soient bien dans leur job et qu'ensuite ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, les résultats suivront. Il y a un beau proverbe japonais qui dit « Trop vouloir viser le but, on a manqué l'essentiel ». Si je suis sans arrêt arrivé sur le tableau du résultat, je vais mal jouer, quoi. On n'imagine pas les grands champions ils jouent, ils sont dans leur trip, là. Tac, et le résultat est bien. Le plus grand champion du monde, il a jamais pensé qu'il deviendrait multimillionnaire. C'était pas son objectif premier. C'est toujours pas son objectif premier, d'ailleurs. C'est de dire, je veux être le meilleur au monde, et que je gagne 10 millions de dollars, tant mieux, mais si je gagne $0, j'y vais pour montrer que c'est moi le numéro 1. C'est pas l'autre. Voilà. Et donc, parce que c'est un peu quand on dit qu'il faut donner du sens, c'est ça. Pourquoi voulez-vous que les gens vous suivent si ça n'a pas de sens ce que vous faites? Et ce que je conseille à ceux qui veulent démarrer, c'est trouve ce que tu veux, mais fais en sorte que c'est un sens pour les gens. Et là, il y a personne qui peut dire, moi j'ai vu les syndicats, mais on peut pas dire qu'on est contre le bien-être des salariés. Je veux dire, ça, c'est pas possible. Oui, il y a moyen de s'entendre. Voilà. Et le sens, c'est véritablement l'essence que tu vas mettre dans le moteur des gens, quoi. Parce que le moteur est bon, maintenant il faut que tu mettes du carburant pour les mettre en mouvement. C'est ce qui manque aujourd'hui. Pourquoi je me lève le matin? Si c'est pour satisfaire un actionnaire qui me méprise et qui me considère comme un enfant. Ce que je dis souvent aux gens, si vous infantilisez les gens, ils se conduiront comme des enfants. Si vous les responsabilisez, ils se conduiront comme des adultes. C'est l'histoire de santé active tout à l'heure avec finalement la gestion du capital santé. Donc ça, c'est un élément essentiel. C'est-à-dire que j'ai envie d'être dans cette boîte-là, dans cette caisse en l'occurrence, parce que là, je m'y sens bien, je contribue à l'effort collectif, je contribue au résultat. Et en plus, je suis bien, je suis pas stressé, j'ai le droit à l'erreur, je participe à des actions que j'aurais jamais faites tout seul. Jamais j'aurais pu faire ça tout seul. Et en plus, on me permet d'innover, de faire des choses différentes. C'est simple, finalement. Ouais. Et donc, c'est quoi la suite après les cercles de parole, les idées qu'on peut mettre en avant, qu'on va aller implémenter? La suite, c'était à l'époque, la mode, c'était la qualité totale, ce qui était, à mon sens, un peu excessif, mais c'était la mode de dire, voilà, on va éviter de refaire 2 fois les mêmes erreurs, et là, on va gagner beaucoup de temps, et ça sera plus agréable, parce que personne n'a envie de faire des erreurs. Quand un enfant rentre à l'école, il a 2 en maths et 15 en dictée, ses parents disent, ouais, t'as 2 en maths, tu tiens bien de ta mère, justement, ça m'étonne pas, etc. Plutôt que de l'encourager, mais attends, même si t'as 4, ça sera déjà mieux, voilà. Donc, personne n'a envie d'avoir des mauvaises notes ou de refaire toujours la même erreur. Donc après, c'était l'égalité totale. Et puis ensuite, on a continué beaucoup plus vers ce qu'on appelle le management participatif. C'est-à-dire que les gens là participaient pas seulement dans leur groupe de travail, mais à des décisions collectives sur un projet beaucoup plus important et ainsi de suite. Jusqu'à après, vraiment faire de la co-construction à tous les étages. Ça s'est fait progressivement comme ça. Et en plus de leur travail. C'est-à-dire, en plus de leur travail. C'est-à-dire, nous, en fait, tu sais, à Link Value, donc dans l'entreprise que Romain a cofondée, on a la culture, en tout cas, qui a été la culture dès le départ de la co-construction, enfin, de l'entreprise libérée, on a abandonné ce mot-là parce qu'il était mal compris et très vite voulait dire des choses qui n'étaient pas nous ce qu'on voulait dire, et donc on a plutôt parlé de co-construction. Et beaucoup ont eu le sentiment, je pense, à un moment donné, que co-construire voulait dire faire quelque chose encore en plus. Tu vois, ce que j'ai déjà à faire, et donc on me demande un effort supplémentaire. Et tu vois, comment est-ce que toi t'as réussi, pas pour tout le monde bien évidemment, mais à les fédérer de manière vraiment collective.
Tu vois, dans cet esprit de co-construction. On me l'a souvent dit, notamment ceux qui étaient à la production, disent, mais écoutez, on n'arrive pas à produire et vous allez nous faire perdre du temps en réunion. Que je leur ai compris, c'était pas les réunions comme on les voyait autrefois, c'est des réunions vraiment productives, où c'est ceux qui font qui savent. Et finalement, c'est ceux-là qui vont avoir le pouvoir de faire avancer les choses. Et à partir de là, comme les gens sont autonomes, ils acceptent le changement. C'est eux qui décident de ce qu'ils doivent changer. Donc c'est pas du temps perdu. Et j'ajouterais que j'imagine mal qu'un employé puisse rester 8 heures par jour pendant 40 ans sur son écran, rivé, sans bouger, sans rien faire d'autre. Là, il va faire le job, mais à minima. En plus, il y a des méthodes simples. Tu me parles des méthodes. On disait, voilà, il y a une réunion à Versailles, admettons. Là, ça va prendre la journée entre les temps de trajet, etc. Si vous n'avez pas le temps d'y aller, vous n'y allez pas. Mais si vous pensez que vous avez le temps, le groupe décide qui va y aller. Là, on est tout le groupe. On dit, bah, Lucie, t'y vas. OK? Et nous, on fait le boulot à ta place pendant une journée. Sympa, parce que on a de la charge. Mais la fois d'après, on dit, bah, c'est à Romain d'y aller. Et toi, Lucie, tu vas faire le job avec Patrick. Et ça, c'est bien, parce que ça responsabilise. On dit, Romain, il est parti à Versailles toute la journée. Là, faut qu'à la fin de la journée, il faut qu'on soit d'équerre, quoi. Là, on en met un coup. C'est sympa, parce que quand Romain revient, il explique ce qu'il a fait et tout. Et le groupe, il se sent concerné par les affaires du siège social, si je puis dire. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait pour inciter les gens à le faire, parce qu'ils se sentaient vraiment concernés. Et après, on a fait des méthodes de travail sur la conduite de réunion avec la facilitation, par exemple, pour apprendre aux gens comment on se réunissait pour être efficace de façon ludique, en plus. Moi, je crois pas du tout que ça soit du temps en plus, c'est du temps à la place. C'est-à-dire qu'on agit différemment et on a gagné un temps fou, par exemple, en réunion. Alors là, mais alors, oui, tout le temps qu'on a gagné, là. Qu'avant, qui était du temps, pour le coup, de perdu, celui-là. C'est aussi du temps de production, quelque part. Donc, il n'y a pas de perte de temps, il y a même du gain de temps. Donc toutes les formations qu'on a faites, on a fait des formations au lean management, par exemple. Ça, c'est bien, moi je crois beaucoup. Alors là aussi, c'est un peu comme l'entreprise libérée, c'est un terme galvaudé. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a employé d'autres mots, on a appelé ça progressance, c'est progresser ensemble. On aurait pu appeler ça schmilblick. L'essentiel, c'est qu'on dit, on fait pas de lean. Non, pas de lean. Mais l'idée derrière, faut expliquer en fait, c'est le sens, c'est dire, ben voilà, maintenant, c'est les employés qui vont prendre des décisions sur leur quotidien pour voir ce qu'il y a de bien à faire. Et le manager va se contenter de faire émerger des idées, les accompagner. C'est pas le manager va pas dire tu fais ça, t'exécutes. C'est l'inverse. Ah bon? Ouais, mais on les a formés les gens pour ça. Et quand ils ont vu que ça commençait à changer, ils se sont dit, ah bah dis non, on se réunit pas pour rien là. Parce qu'on a gagné en équivalent temps plein, on a gagné en délai, on a gagné en place, on a gagné en taux de retour, alors ça vaut pas le coup de se réunir pour ça. Ah bon, on continue comme avant. Hein, j'ai un dessin que j'aime bien, là, on peut pas évidemment, là, parce qu'il y a pas d'image, mais c'est deux personnes avec des peaux de bêtes sur eux qui tirent un chariot plein de cailloux avec des roues carrées. Et il y a deux pauvres mecs à côté qui ont une rue ronde qui dit et le gars dit ah non mais moi j'ai pas le temps. Il continue de tirer comme un idiot son chariot à roues carrées parce que le mec avec les roues rondes, il peut pas s'arrêter 2 minutes pour changer ses roues. Et toi là, c'est ton rôle en tant que manager de dire ok, maintenant temps mort. Oui. Et on réfléchit, on respire. Et là, on doit rentrer un peu dans le slow, quoi, parce que si on veut développer cette can-do attitude, il faut que je sois capable, tout à fait, un moment je vais pas dire siffler la fin de la récréation, mais dire là, maintenant on arrête, et toi tu viens pour suspendre le temps et créer les conditions de. Voilà, créer les conditions de. Et après, c'est eux-mêmes qui le font. Dans le lean management, ils ont même plus besoin de moi. Il faut des rituels, hein. Tous les lundis, admettons, il y a une réunion pendant un quart d'heure. Qu'est-ce qu'on fait, etc. On met les post-it, les machins. C'est toi qui fais, là, c'est toi. Faut que ça soit très réactif. Faut qu'il y ait des priorisations. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide. Moi, je suis obsédé par les décisions. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide. Qu'est-ce qui décide? L'opérateur, c'est l'opérateur. Là, c'est trop compliqué, c'est le manager. Là, c'est très, très compliqué, c'est les grands chefs sioux à plumes. Mais sauf que les grands chefs sioux à plumes, on dit, t'as 3 semaines pour décider vos codir, là. Ah bon? Ah oui. Pas parce que t'es chef sioux à plumes que ça va durer 6 mois. Là, je dis, il y a du changement. Mais ils vous remontent pas des trucs qu'ils peuvent résoudre eux-mêmes, ils ont pas envie, hein. Voilà. Je veux bien qu'on revienne sur justement la place du manager. Comment est-ce que toi tu l'as conçu et comment tu as réussi à amener ce changement-là? Parce que souvent, quand on parle d'entreprise libérée, nouveau modèle, tu sais, c'est un peu le fantasme de l'entreprise sans manager. Et d'ailleurs, quand on parle parfois d'entreprise libérée, les gens nous disent mais non, mais jamais de la vie. Nous, on a besoin de managers et de personnes qui décident. Et oui. Oui, moi, c'est pour ça que j'emploie pas le mot entreprise libérée, j'emploie le mot entreprise collaborative, par exemple. Enfin, c'est difficile à trouver, mais il y a plein d'autres mots. Et finalement, si on voit les peuples premiers, ça m'intéresse beaucoup, les peuples premiers. J'ai un ami, Philippe Studer, qui a écrit un livre sur le voyage inversé, qui connaît très bien les peuples premiers, qui fait un
très beau forum tous les 2 ans à Strasbourg. Je suis allé au premier, c'était fabuleux. Maintenant avec le Covid, malheureusement, il va avoir lieu en distanciel. Et que nous appellent les peuples au premier, c'est comment on agit en collectivité. Et il y a toujours un chef, mais sauf le chef, son autorité repose sur la légitimité. Si là on parle d'assurance maladie, ça va être moi le chef entre guillemets. Mais si on parle de votre métier, tout ce qui est IT, etc., ça va être vous. Moi, je vais écouter. Éventuellement, tu vas me demander une question parce que je suis le candidat, voir si j'ai compris. C'est tout. Donc, je sais pas faire. Quand j'avais 1600 personnes, je suis arrivé avec 30 sites différents. Je fais pas faire sans manager. Par contre, il y a 2 choses. C'est que j'ai réduit le nombre de managers. J'ai divisé par 2 les strates hiérarchiques. On avait 6 strates, je suis passé à 3. Comment t'as fait? Tu leur as dit à partir d'aujourd'hui, t'es plus manager? Non, je vais juste le dire. Ouais. Après, je vais le dire, la première chose. Et la deuxième chose, j'ai dit, vous existez, mais vous n'avez plus le même rôle. C'est pas je décide, tu exécutes. C'est maintenant, je t'accompagne pour que tu sois le plus à même possible de prendre les décisions tout seul, de te prendre en charge. Alors comment j'ai fait? Ça, c'était un des moments les plus durs de ma carrière. Parce que je leur ai dit, voilà, je fais ça pour plus de fluidité dans l'organisation. Quand il y a 6 strates, c'est pas possible. On pose une question, ça remonte jusqu'à moi, ça redescend, il se passe 1 an. Moi, je veux plus de ça. D'abord, j'ai pas tout décidé. L'autorité doit se situer là où se trouve l'information, et non l'inverse. L'autorité doit se situer là où se trouve l'information. Et l'information, elle se trouve pas au plus haut sommet, c'est rare. Et quand elle s'y trouve, des fois, elle est tronquée. Donc, j'aurais expliqué ce que c'était qu'un manager stratégique, un manager intermédiaire, en quelque sorte, un manager de proximité. Un manager opérationnel, donc intermédiaire, on parle. Et là, j'ai dit, voilà, vous allez être moins de managers, 2 fois moins, mais votre rôle va changer et il va être renforcé quelque part. Alors, j'ai eu cette chance qu'il y avait beaucoup de départs à la retraite. Parce que forcément, sinon, il y en a qui sont sur la touche, ils deviennent superviseurs, etc., ainsi de suite, comme dans le film de Jorian, que fait le superviseur, il supervise, chacun sait, coordonnateur, que sais-je encore. Mais là, par contre, ça peut paraître contre-intuitif, mais j'ai pas cédé là-dessus. Là, j'étais assez autoritaire, là. On m'a dit, mais il va y avoir moins de promotion de cadres, etc. J'ai dit oui, mais sinon on fait rien. On continue encore pendant 50 ans comme ça. Puis il va rien se passer. Donc ça s'est vraiment fait et ça a été un bouleversement considérable. Et par contre, je pense pas qu'on puisse totalement supprimer les managers. C'est la même chose pour les services support. Pas de service RH dans une boîte de 1600 personnes. Faut être très fort. Parce que si vous dites au manager, bon, maintenant, il faut que tu accompagnes les gens, que tu passes du temps avec eux, etc. Mais en plus, tu vas faire les ressources humaines et la logistique et l'informatique. Il va dire, mais attendez, je travaille 24 heures par jour, là, pour le même salaire, en plus. C'est pas des salaires mirobolants dans les services publics. Donc, il faut des services support, mais qui soient des services experts. C'est-à-dire qu'ils font pas la place des autres, ils font un accompagnement des autres. C'est-à-dire que le jour où j'ai voulu faire le télétravail de façon très importante, bien avant la crise du Covid, les services ressources humaines ne voulaient pas, j'ai dit qu'à cela ne tienne. J'ai fait un groupe ad hoc, les gens se sont réunis, ils ont fait un projet, et eux, ils ont validé. Ils ont validé, ils ont accompagné. Mais si on leur avait laissé faire ce qui s'était passé, il se passait rien. Comment ça se passe là? Toi, tu reportes à qui? Alors, oui, justement, ça c'est intéressant parce qu'une caisse d'assurance maladie, c'est autonome. C'est-à-dire que j'ai pas de hiérarchie comme un fonctionnaire qui a l'administration centrale, qui elle-même a le cabinet du ministre, etc. On a la caisse nationale au-dessus de nous, qui tient les cordons de la bourse, donc c'est un élément extrêmement fort. On a un budget pluriannuel, mais à l'intérieur de ce budget pluriannuel, on a des indicateurs. Et si on les remplit bien, il n'y a pas de problème. Donc moi, j'ai commencé toutes mes transformations managériales tout seul, sans rien demander à personne. J'ajoute quand même, pour être honnête, que si j'avais eu un problème et qu'il trouvait que c'était bien, il m'aurait aidé. J'aurais dit, écoute, j'ai besoin de 100 000 euros parce que c'est la formation du siècle. Si ça marche, on va pouvoir la déployer dans le réseau. Il m'aurait dit, écoute, Patrick, c'est bon, tu nous as convaincus, on y va. Mais comme je pouvais faire moi-même, j'ai fait moi-même. Et après, ça s'était déployé dans d'autres caisses. Et aujourd'hui, ça continue. Donc, on n'a pas de hiérarchie trop pesante à ce niveau-là. Par contre, on a des indicateurs qui sont redoutables. Parce que on a un rang de classement, et selon le rang de classement, notre budget, il diminue ou il augmente. Et notamment pour les taux de remplacement en retraite. Un rang de classement, c'est-à-dire qu'il y a plein de critères. Il y a une 50aine de critères. Le délai de réponse aux réclamations, les caisses primaires sont en compétition. Oui, c'est ça, on est en compétition. Et si j'ai un mauvais rang de classement, mon budget, il va être moins l'année suivante. Je vais avoir un moins de taux de remplacement des départs en retraite. Je peux avoir un tiers de taux de remplacement, l'autre il aura 2 tiers. Au bout d'un an, quand j'ai 60 départs par an, ça fait mal. D'où l'intérêt d'avoir des méthodes de management ultra modernes pour que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et parce qu'à un moment, c'est pour ça que j'ai dit, mais je sais plus comment faire maintenant. L'informatique s'est déployée, on a gratté partout.
Et on continue à baisser les effectifs. On fait comment? Donc les caisses ne collaborent pas entre elles. Si elles collaborent, mais elles sont en concurrence quand même. Mais en compétition. Pour le budget. D'accord. Pour le budget notamment, voilà. Et donc c'est ce qui fait que, alors l'idée n'est pas mauvaise en soi. Après ça s'est perverti comme tout, c'est qu'ils veulent un équilibre entre les caisses. Il y a des caisses qui sont assez peu productives, une caisse très productive. On peut pas accepter que ça coûte, admettons, 72 € par bénéficiaire et dans une caisse et dans une autre 95. Il y a un moment, faut resserrer les écarts, quoi. Il peut y avoir des explications. En région Île-de-France, ça coûte plus cher parce que c'est éclaté, etc., que dans la Creuse, par exemple. Mais quand même. Donc l'idée n'est pas mauvaise en soi, quoi. Tu disais que toi, t'étais assez libre finalement. Oui. De faire ce que tu veux et de le déployer. Oui. Et tu vas t'inspirer. Tu nous as parlé d'une petite entreprise au départ, pas très loin. Est-ce qu'il y a d'autres sources d'inspiration, d'autres rencontres, des personnes en dehors des caisses qui viennent t'alimenter et contribuer au déploiement de ce que tu vas faire? Oui. Alors, j'ai beaucoup de lectures déjà, parce que je me suis bien renseigné sur ce que se faisait à gauche, à droite. Et puis ensuite, on a fait beaucoup de visites d'entreprises. On a adhéré à des associations. Je prends un exemple, comme Innovacteur, par exemple, qui travaille beaucoup sur l'innovation à Paris notamment. Et ça a été fantastique parce qu'on a rencontré des gens, on a compris ce que c'était que l'innovation, parce qu'il y en a beaucoup qui en parlent, mais bon, et c'est sûr qu'il y a l'innovation technologique. Quand je suis dans le nucléaire, dans le spatial, là, oui, évidemment, mais c'est réservé à des super scientifiques. Mais l'innovation de Monsieur Tout le Monde tous les jours, ça s'organise. Il y en a qui disent, ça sert à rien, ça vient tout seul. Non, ça s'organise. C'est pas hyper sophistiqué. Et ça, par exemple, ça m'a beaucoup inspiré. Puis après, il y a des gens qui sont plus ou moins inspirants. On cite toujours Isaac Getz, par exemple. C'est vrai, c'est quelqu'un qui est très inspirant. Alors après, il y a la mise en pratique, mais c'est à nous ensuite de mettre en pratique. Bon, j'ai visité des entreprises qui étaient célèbres dans le domaine de d'entreprises libérées, comme Chronoflex chez Alexandre Gérard, Imatech chez Christophe Collignon, et puis beaucoup d'entreprises de tout secteur pour voir comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'ils faisaient. Ça peut aller le Technoparc à Guyancourt quand on était dans les Yvelines, parce qu'ils innovent beaucoup sur les nouvelles technologies, les voitures. Je crois beaucoup au réseau qui fait qu'on s'ouvre. Et c'est comme ça, en arrivant dans les Yvelines, que la première année, j'ai fait venir des conférenciers, des experts, et j'ai fait faire beaucoup de visites par mon personnel, y compris les employés. Parce que mon discours à moi, il tombait pas pareil que ce qu'ils voyaient eux. Après, ils se disaient, mais Patrick, ce qu'il dit, après tout, d'autres le disent aussi. C'est peut-être un peu vrai, quoi. Le monde autour de nous, il change, il bouge. Après, c'est les gens qui venaient nous voir, donc c'était sympa. Mais voilà. Ça te prend combien de temps pour opérer cette transformation organisationnelle dans les Yvelines? Dans les Yvelines, ça au moins 3 ans. Hein. Ça, les gens qui disent qu'ils vont faire ça en 2 coups de cuillère à peau, ils sont très forts, ils sont inconscients. Mais non, c'est au moins 3 ans. Hein. Et la vitesse de croisière, c'est au moins 5 ans. Hein. Moi, j'ai fait près de 10 ans quand même. Hein. Et les moments un peu durs, les moments compliqués, c'est parce qu'on slalome toujours entre des moments agréables, sympas, où ça fonctionne, et puis des moments un peu plus douloureux. Parmi ces moments douloureux, qu'est-ce que tu as rencontré, toi, comme... Le moment le plus douloureux, c'est quand on voit, et comme toujours dans les changements, c'est quand ça s'étiole un peu, qu'il y a moins de suivi. C'est-à-dire qu'à un moment, là, j'avais pas été assez vigilant, je le dis, c'est parce que après, je voulais pas trop structurer, mais il faut structurer un minimum quand ça avance, parce qu'il y a des groupes dans tous les sens, etc. C'est dire, mais ça devient quoi, en fait, les communautés de managers, là? Bah oui, quoi? Ils se réunissent, quelles sont les conclusions, les actions, bon, et le lean management, là, le progressance, ils avaient fait des ateliers flash, c'était bien, parce que ça dure trop longtemps, ils faisaient des ateliers de 2 heures. Qu'est-ce qu'il est fait encore? Ah bah, faut voir. Bah oui, faut voir. Bon. Donc, il y a un problème de pilotage et de suivi. Parce qu'en fait, c'est pas un projet au sens où on l'entend, il n'y a pas un début, il n'y a pas une fin. Parce que je dis, mais moi, ce qui compte, c'est le chemin, c'est pas la destination. Donc, c'est ce qui fait la force de ce que j'ai fait là. C'est-à-dire que c'est petit à petit, on met bout à bout, et puis le chemin, il se construit. Que sinon, si c'est radical, il y a une opposition, et paf, les gens, ils se braquent, c'est fini. Donc, chacun prend le chemin en cours de route. Ça s'arrête à telle station, tu montes pas, tac, tu montes à la prochaine, c'est pas grave. Et on procède par pollinisation et on montre ce qui est fait. Il montre ce qui est fait. Pas moi, les autres, hein, dans l'Assemblée Générale des managers, on faisait une scénette, les gens faisaient une scénette, ils montraient ce qu'ils avaient fait. On disait, oh, t'as fait ça? Bah ouais, pourquoi tu le fais pas? Oh, bah, j'aurais pas cru que c'était aussi facile. Bah voilà, bah, viens me voir, je t'expliquerai. Pauvre. Un recrutement avec les pairs, par exemple, on dirait. Parce que
il y a des équipes, on est à l'esprit d'équipe, c'est bien, un grand discours et tout, ok. Et puis c'est toujours les RH qui recrutent, mais j'ai des équipiers, alors non. Oh bah non, ils sont pas compétents et tout. Bah j'ai dit, ils sont bêtes. Ah non, j'ai pas dit qu'ils étaient bêtes, monsieur. Ah bon, j'ai eu peur. Donc on met un équipier dans le truc. Et puis l'équipier n'est pas mort, il a survécu. C'est bizarre. Il est content, il en demande. Alors qu'au début, il a donné un avis intéressant. Bah, oui, parce que s'il a pas envie qu'il fasse partie de l'équipe, ça commence très mal. Et après, on lui a dit, mais t'inquiète, on va te donner un petit canevas, on va t'expliquer et tout. Et après, ils en demandaient. Voilà. Et ben les autres, ils disaient, bah bon, on peut y aller maintenant que tu l'as fait. Courageusement. Mais ça fait rien. Et ainsi de suite. Donc c'est pour ça il y a pas de fin programmée. Il y a toujours des obstacles. Ça a été un premier obstacle, ça a été le suivi et le pilotage. Le deuxième obstacle considérable, ça a été les managers qui disaient qu'on a toujours fait comme ça. Alors franchement, on vous a pas attendu, monsieur Négaret. Ça fait 30 ans que je fais le job, moi. Non. Hein. On a déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. On a déjà essayé, puis voilà. Bon, très bien. Mais sauf que quand je regardais les résultats, à mesure que j'avançais, c'est pas eux qui avaient les meilleurs résultats, comme ils continuaient à l'ancienne. Donc là, j'étais plus à même d'avoir la capacité de dire, mais il faut quand même que ça change. Alors, ce que je faisais, c'est simple. Je descendais dans l'arène, moi-même. Des fois, il y avait 65 personnes autour. Je m'assoyais. Bon, c'est quoi les problèmes? Bim, boum, ça tombait de partout. Puis je disais, vous avez plein d'idées, finalement. Ah bah oui, on a plein d'idées. Alors, le manager regardait ses chaussures. Vous savez ce qu'on va faire? Non? On va envoyer un facilitateur. Ah bon, on se demandait bien à quoi ils servaient, ces gens-là. Et le facilitateur, il va vous aider à résoudre tous ces problèmes à part. D'accord? Ah bon, on prend un café, monsieur Négaret? Je dis, oui, c'est peut-être pour ça que je suis venu, d'ailleurs, finalement. Oui, parce que tout le reste, ça va se résoudre tout seul. Vous allez le résoudre, parce que moi, je sais pas. Ok. Et puis ça s'est résolu. Mais sauf que le cadre, qui voulait pas, etc. Alors, je lui ai pas dit que c'était un mauvais et tout. Je dis, vous avez besoin d'être accompagné, on vous accompagne. Papy fait de la résistance, allons-y. Donc, c'est toutes ces petites choses-là, vous voyez, petit à petit, qu'il faut que ça change. Ouais. Sans s'énerver. Ouais. Patrick, tu peux revenir sur cette notion de facilitateur? Parce que moi, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand je suis venue voir ce que vous faisiez à la CPAM. Parce que je crois fondamentalement que c'est clé dans la réussite. Je suis d'accord. Ouais. Je veux bien que tu nous réexpliques un peu. C'est clé parce que l'idée, si tu veux, c'est que comme, pas seulement dans les services publics, dans les grands groupes, les gens passent trop de temps en réunion. C'est-à-dire, alors je vais en réunion, puis je prends mon ordi, puis je regarde mes mails, etc. Je passe 3 heures, c'est fini, je passe à autre chose. Donc je suis pas concentré, je m'en fiche, j'écoute pas les autres. Ou alors j'écoute pour répondre, j'écoute pas pour comprendre. C'est pas la même chose. Attention. Là, c'est un vrai problème aussi, l'écoute. Et donc, je me suis dit, il faut qu'on organise les réunions. On a fait une charte des réunions, tous ensemble. Et bien, on organise les réunions pour que ça soit vraiment profitable. Et pour que ça soit profitable, il faut de la facilitation. C'est-à-dire que c'est un truc ludique. Alors au début, on se dit, attends, c'est des clowns, quoi. Et on a même changé les locaux. Dans les locaux, il y avait des buzz, des fauteuils rouges, des verts, des bleus, des grands, des petits, des post-it dans tous les sens. Enfin, on avait changé la salle. Quand j'arrive dans la salle, mon cerveau adaptatif, il va se mettre en route. C'est pas le cerveau classique où je suis toujours là, reptilien, je fais les trucs depuis 30 ans, ça change pas, etc. Et là, ça a été redoutable. Parce que finalement, il fallait qu'il sorte quelque chose. Alors évidemment, il y a la professionnalisation du facilitateur et puis la préparation de la réunion. Si on veut que ça soit disruptif, il faut que le facilitateur soit allé voir les gens dont on sait qu'ils ont des idées, etc. Et puis qu'ils disent, voilà, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Moi, je suis allé voir Thomson à côté. Ah bon, tu crois? Ouais, plof. Puis d'autres, oui, t'as raison, pourquoi pas? Et ça, moi, je crois beaucoup effectivement à la facilitation pour ça. Et puis ensuite, pour faire évoluer les managers qui n'ont pas su ou qui n'ont pas voulu évoluer. Oui, et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que tu as vraiment un groupe de facilitateurs qui ont été formés à la facilitation et qui mettent leurs compétences en plus de leur job actuel au service des groupes de travail pour les aider à accoucher des solutions, exactement. Des idées. Ils sont les mêmes formateurs des autres. Ils font ça en plus de leur job. Mais sauf que ils trouvent ça génial parce qu'ils me disent, monsieur Négaret, on n'a jamais pris autant de plaisir qu'à faire ça. C'est en plus de mon job. Ils ont des jobs qui sont complètement différents. Ils sont chargés du système de management intégré. C'est toutes les normes de la caisse. Alors ça, c'est tout sauf de la facilitation, ça. Et ils arrivent à faire des réunions sur ce sujet-là en facilitation. Bon. Comment est-ce qu'un manager là qui t'écoute, Patrick, se dit, ok, là, c'est encore un truc de hippie, la facilitation. moi, je les ai vus, tes équipes. J'ai vu à quel point il y avait un amour de leur travail, de leurs clients, un amour de leur entreprise. Ça a été hyper touchant. Mais si tu veux, cette facilitation, moi, je me souviens, on a été nous formés à la facilitation par une coach qui est extraordinaire, qui s'appelle Valérie Rodriguez, et qui nous avait dit, qui m'a dit à plusieurs reprises, fais confiance.
Fais confiance au processus Mmh. et laisse-toi aller. Ouais. Elle a un certain pouvoir sur moi, donc je l'écoute quand elle me dit des choses, mais comment est-ce que on peut, arriver à engager ces managers qui sont sceptiques a priori, à tenter la traversée et d'aller vers cette logique d'intelligence collective et de facilitation. Ouais, alors déjà, c'est pas la majorité des managers. Au début, on a pris des volontaires, hein, presque désignés d'office. On dit, bah, toi, t'as le profil, t'es génial, ça va te plaire. Ah bon, ah oui, bah, je vois pas. Puis, ouais. Donc, au départ, tu recrutes. Et bon. Et puis, dans un deuxième temps, quand on a fait appel à des candidatures, d'un seul coup, les gens ils venaient se renseigner, alors qu'au début, il y avait pas beaucoup de candidats. Et il y avait trop de candidats après. Parce que, c'est ce que je dis, ça fait de la pollinisation, ça a essaimé. Et que les gens se disent, mais c'est pas mal son truc après tout. Et puis, comme ils avaient vu qu'elle résolvait des problèmes, moi, je prends un exemple, il est complètement caricatural. J'allais à Poissy, qui est une ville des Yvelines, et il y avait un parking, il y avait 200 personnes qui étaient soi-disant pas assez grands. Je vais régulièrement dans les centres, et puis la 5e année, ce n'est rien, faut qu'on vous voit. Je dis oui, pour le parking. Ben oui, c'est toujours pas résolu. Je dis écoutez, j'en ai marre. Je vous parle rarement comme ça. Mais je vais envoyer un facilitateur. Ok. Ils sont partis à 2. Parce que je les dit, ça fait 5 ans qu'ils en parlent au DG, il faut y armer, là. Et puis ils sont arrivés, ils ont dit, écoutez, nous, si vous nous lancez des tomates, on retourne à Versailles, hein, on est venu pour vous donner un coup de main. Puis la fois d'après, bah oui, c'est résolu le problème. Bah, comme par hasard, ça a été résolu. Parce que chacun campait sur ses positions. Ils ont fait comprendre aux gens, quand on vient une fois par semaine, qu'on a un parking quand même, alors que l'autre, ils viennent 5 fois par semaine, faut pas exagérer, que c'est le premier arrivé qui a la place, enfin, des trucs de gamin, quoi. Et ben, ça s'est résolu. Mais ça, c'est un exemple qui paraît caricatural, mais nous on dit, on peut résoudre des problèmes qu'on n'a jamais résolus. Grâce à la facilitation. Alors ça, vous formez d'abord, donc, pour répondre à ta question, Lucie, c'est vraiment des gens qui ont la fibre, qui sont faits pour ça. Et puis après, les autres s'en inspirent, disent, pourquoi pas moi? Voilà. Mais on n'a pas besoin non plus de former tous les managers. J'en avais 135, il y en a peut-être une trentaine qui étaient formés, quoi. Hein. Parce qu'après, il y en a, s'ils veulent pas, on ne peut pas les obliger. Ça serait, comme tu dis, si la personne n'a pas confiance en elle, ils ne vont pas avoir confiance en eux non plus. Hein. Et je crois que tu avais une super facilitatrice. Dont c'était, parce que je l'ai rencontrée. Linda. Oui, et elle, c'était son job à temps plein. Mais Linda est géniale. Ouais, oui. Linda est géniale parce qu'en plus, elle était responsable du système de management intégré. Plus cartésien, on ne fait pas. C'est-à-dire, par exemple, l'indicateur indemnité journalière, je crois qu'il doit faire 75 pages, quoi. Donc, c'est... Et elle, je dis, écoutez, Linda, on va mettre votre cerveau dans du formol parce que vous êtes incroyable. Plus tard possible. Et vous, comment vous faites pour être facilitateur? Vous faites du théâtre, de la chorale, puis vous faites le système de management intégré. Même si j'ai jamais été contente depuis que je suis ici avec vous, c'est bien, etc. Et elle a fait un truc, parce que j'adore raconter ces histoires-là. J'ai un ami médecin conseiller régional d'Île-de-France, qui est une très grosse boîte, pendant 2000 personnes, et qui est, par contre, il dépend directement de la caisse nationale, c'est plus hiérarchique que nous. Elle me dit, je me lancerai bien dans la transformation managériale. Ben, j'ai dit, Pascal, bon courage, mes félicitations, parce que, je fais une journée, tu vas venir nous faire un speech, je sais que tu vas nous booster et tout, ouais. Et puis il me dit, je voudrais faire une après-midi de facilitation. Je dis, mais t'es sérieux, Pascal? Parce que là, tu vois, tu deviens radical, là. Tu m'inquiètes, hein. Laisse-toi pousser une barbe pendant que tu y es, tu vois, et ça va plus aller, là. Mais, non. J'appelle Linda, je dis, oh non, mais Linda, si vous avez le droit à l'erreur. Qu'est-ce qu'on en affiche? Elle y est allée. Alors, je peux vous dire, il y avait 120 personnes, les plus hautes responsables alors, médecins, pharmaciens, les hauts cadres, etc. Elle leur a fait une séance de facilitation. Elle est partie sur le fait qu'ils m'avaient entendu le matin, qu'est-ce qu'ils en pensaient avec des graphiques au tableau, tout truc classique, quoi, partie de table de 10, là, il y avait 12 tables. Elle dit, à la fin. J'ai terminé. Je vous dis la conclusion, ce que vous en pensez, vous les marquez sur un papier, vous les mettez en boule, vous lancez les boulettes comme ça, là. Elle m'a dit, je pouvais plus les arrêter. La tailleur Chanel et tout, là. Mais, hop, ils avaient tombé, ils étaient en chemise, ils se lançaient des boulettes, ça rigolait, il y avait la musique, on va s'aimer, etc. Mais elle a réussi à mettre la révolution au service médical. Mon copain, Pascal Nicole, le médecin il me dit, j'en reviens pas, il me dit, c'est incroyable ton truc, mais je t'avais dit que ça marchait. Il me dit, à ce point-là, vous voyez, les faits qu'il y a, les gens étaient contents d'être là. Ils avaient jamais autant échangé de leur carrière, presque, quoi. Comme quoi, c'est possible. À nous de créer les conditions. Et voilà, c'est exactement ça. Ouais. Pourquoi alors? Pourquoi il faut changer? Comment est-ce qu'on, comment est-ce que tu convaincs ou pas, ou en tout cas, comment est-ce qu'on
Ouais. Tu vois, on peut réussir quand même à transmettre cette envie d'essayer. Ouais. Alors moi je crois qu'il y a plusieurs éléments. Déjà il faut inspirer les autres, et pour les inspirer faut être authentique. Faut être authentique, c'est être avec soi-même comme avec les autres. Faut être loyal, c'est-à-dire faut montrer que ce qu'on dit on le fait. Voilà, c'est l'alignement entre le discours et les actes. Et puis après c'est agir. C'est pour ça que c'est plus inspirer que convaincre, c'est donner envie. C'est-à-dire, j'agis quand je fais le lean management dans les services là. Ils ont dit, ah oui, non, le patron, il nous donne le pouvoir, c'est incroyable, ça, dit non. Bon, c'est nous qui avons décidé de changer pour la gestion des créances ou des choses comme ça. L'innovation participative, les gens, ils donnent une idée, ils sont à l'autre bout du département, pouf, elle est mise en pratique. Si on peut pas, on leur écrit, on peut pas parce qu'on leur explique. On a fait une plateforme de service, comme vous avez vu, exprès pour ça. Donc ils se sont dit, ouais, je pense que la preuve par l'exemple, elle est bien. Il faut être exemplaire. J'ai pas dit qu'il fallait être infaillible. Par le pape, personne ne l'est, mais c'est vraiment que les gens voient qu'il se passe des choses et qu'on peut faire confiance, qu'on peut y aller. C'est pour ça que je parle des 5 leviers: le sens, la confiance, l'autonomie, la fierté d'appartenance et la reconnaissance, parce que je pense que ces leviers-là, ils sont essentiels pour que les gens ils s'y retrouvent, quoi. Ils disent, mais oui, mais moi, je peux y aller parce que j'ai la démonstration, là. Parce que le discours, ça va un moment, quoi. Ça suffit pas, le discours. Hein. Ouais. Et ça, à l'intérieur de l'entreprise, mais pour d'autres patrons, d'autres entreprises, tu vois, qui sont encore complètement sur un modèle, ce qu'on a toujours fait, et comme on a toujours fait ça, continuons de faire ça. Alors, la difficulté dans ce méthode de management, c'est que la transformation managériale est directement proportionnelle à la capacité d'introspection du patron. Si le patron fait preuve vraiment d'envie de changer, là, ça va changer. Et ça, c'est plus dur. S'il est fabriqué comme ça d'origine, c'est mieux. Hein alors après, bien, il y a des gens, ils font du coaching, etc. Ils se rendent compte qu'ils doivent changer. Alors là, c'est très fort. Parce que si le patron est capable de dire, mais jusqu'à présent, j'ai managé à la hussarde, je me rends compte que j'avais tort, on passe à autre chose. Là, les gens le suivent parce qu'ils disent, dis donc, quelle belle preuve d'humilité, dis donc, Germain, là, dis donc, bravo, là. Faut être courageux pour ce qu'il fait là. On a envie nous de l'aider, il se transforme, nous aussi. Mais ça, c'est la principale difficulté, c'est le leader. Alors pourquoi ? Parce que c'est l'ego qu'on prend un coup. Le leader, comme il a fait des études, etc., il a un ego des fois qui est un peu surdimensionné. Et quand j'ai de l'ego, j'ai peur d'échouer, parce que mon ego il va en prendre un coup. Et la peur d'échouer, ça évite de prendre des risques. Et donc il se passe rien. Il se passe rien. Donc c'est pour ça que les gens ils ont envie de vous suivre, qu'on vous fait preuve d'humilité. Ils se disent le patron, il nous a dit qu'il avait fait une erreur, qu'il regrettait, mais voilà, il en tirait les conséquences. Et donc nous, on peut faire pareil, on peut prendre des risques. Et la grande difficulté, elle est là, c'est l'ego est générateur de peur. Et la peur n'exclut pas le danger, c'est bien connu, mais surtout, ça évite de s'investir, la peur. C'est ça le problème. Tu t'es déjà, toi, je crois, excusé ou déjà fait une séance publique ou pseudo-publique en disant, là, c'était quoi le... C'était quoi? C'est-à-dire qu'une assemblée générale des managers, j'avais donc été un peu fort parce qu'il y a des choses qui allaient pas et je l'avais dit devant les autres, et à la fin mes collègues m'ont dit bah là t'as fait fort parce que les gens ils l'ont mal pris. J'ai dit ah bon? En général je fais attention, et comme plusieurs me l'ont dit, la fois d'après je dis voilà, avant de commencer la séance je voulais vous dire, la dernière fois mes collaborateurs m'ont fait savoir à juste titre que j'avais froissé certains d'entre vous, je voulais m'excuser devant vous tous là. Salle d'applaudissements. Je cherchais pas les applaudissements, évidemment. Je cherchais à dire, voilà, j'ai fait une connerie, je reconnais. Alors que c'est des gens bien qui avaient été froissés, mais je n'avais pas compris. Mais eux, de regard extérieur, ils ont dit, oh, là, Patrick, il a peut-être fait un peu fort, là, sur le coup. Ouais, j'aurais dit, voilà. Bon. Ouais, moi, ça m'avait vraiment marqué quand je suis arrivée dans l'entreprise. Je suis arrivée vraiment au moment du premier séminaire, et la présentation que vous aviez fait avec Thibaut, elle commençait par les plus gros fails de l'année. Et là, on s'est vraiment planté. Et en fait, moi, j'avais jamais vu aucune boîte de ce que j'avais fait avant qui disent et qui assument complètement ça. Franchement, c'était nul. Ça, pardon, on n'a pas réussi. Ça, on pensait que, mais en fait, voilà. Et ça a un vrai impact, je trouve. C'est la notion d'exemplarité dont tu parlais tout à l'heure. Si on veut pouvoir laisser la place du test and learn, en tout cas la possibilité de faire des erreurs, il faut être capable soi-même de reconnaître ses boulettes. Oui. Et ça, c'est bien parce que je parlais de l'esprit de décision tout à l'heure. Quand on accepte l'erreur, voire l'échec, c'est pas exactement la même chose, on est capable de décider. Je dis, merde, faut que je décide, j'y vais, là. C'est 50-50. Quand on est au top, souvent, moi, j'ai pris des décisions, c'est 50-50.
Mais je dis, faut que j'y aille. Attendre 3 mois, allez, qu'est-ce qu'il fait là-haut, là? J'y vais. Pof, ça marche pas. Bon, voilà, et vas-y, ça, c'était pas évident, et tout. Bon, ok, ouais, finalement. Et la non-décision, c'est pire qu'une mauvaise décision. C'est pire que tout, ça. De toute façon, la non-décision est une décision. Oui. La non-décision, c'est une décision. Je décide de pas décider. Ça, c'est important, ça. Et ça, c'est pire que tout. On n'est pas à ce niveau-là de responsabilité pour ne pas décider. On est payé pour décider, moi, je dirais. Alors, des fois, plus ou moins vite, hein. Mais bon, on est payé pour décider. Et il faut décider de ce qui est de notre ressort. Tout à discuter là. C'est pour ça que je dis, il faut laisser le pouvoir là où il y a l'information. Je vais pas décider à Poissy, au milieu de l'après-midi, s'il y a un poivreau qui vient, ce qu'il faut faire. Bien sûr qu'il y a un canevas. Normalement, il doit pas venir s'il a pas de rendez-vous. Ouais, mais sauf que c'est un poivreau qui va tout casser. Alors la personne, si elle dit, écoutez, il y a une norme, monsieur. Non. Hein, je vais pas dire, vous l'avez laissé rentrer, vous avez rendez-vous, c'est pas bien. Au contraire, asseyez-vous, je vous en prie, on verra, puis on appelle les flics discrètement, enfin voilà. Tu disais là, il t'a fallu 3 ans là pour transformer. Généralement, c'est entre 3 et 5 ans. C'était quoi, toi, les indicateurs que tu suivais pour voir l'évolution de l'organisation? Les indicateurs que je suivais, c'est comment travailler les cadres. Est-ce que les gens ils pouvaient vraiment s'exprimer dans leur milieu? Est-ce qu'ils faisaient bien les réunions de lean management? Est-ce que l'innovation participative, je prends un exemple qui était très intéressant à mon sens. Il y avait 450 idées d'émises par an. Et parmi ces idées, la moitié émanait des employés. Moi, c'est un critère important pour moi. Au début, il y avait 10%. Parce que c'est toujours le cadre est plus intelligent, donc forcément, il a plus d'idées, enfin des trucs. Non, mais, même si c'est sous-entendu, c'est compris comme ça par le personnel. Hein. C'est pour ça que la reconnaissance, c'est important. Que les gens, ils voient bien si vous êtes authentique ou pas. Hein. C'est pour ça qu'il faut les signes de pouvoir, faut les éliminer le plus possible. Eh bien, ça, pour moi, c'était un critère. Je dis 50% des idées viennent des employés. Ça, je me dis, là, bon, t'as gagné une partie. Après, quand j'ai vu que pour le télétravail, je fais appel à un groupe parce qu'on n'avançait pas. On avait un intranet, voilà, preuve d'humilité. Moi, qu'est-ce qui veut faire partie du groupe? 60 personnes. Ouf. Moi, je m'attendais à 15, alors on a fait 4 groupes de 15, qu'à 60, on peut pas. Et là, ils ont bâti quelque chose, et ça a été quelque chose de fantastique. 2 ans après, on est passé de 3% à 25% de télétravailleurs. Alors que c'était pas possible d'aller au-delà de 3%. Déjà, quand on me dit pas, c'est pas possible, ça m'énerve. Déjà, c'est mal parti. Tout est possible. Tout, c'est de le vouloir, hein. Et ben là, ça c'est bien. Ça montre que d'eux-mêmes, ils ont pris les manettes, ils ont dit bon, ça va, le patron nous laisse faire. Nous, le télétravail, on va voir. On peut revenir sur la reconnaissance, parce que tu en as beaucoup parlé, ouais. C'est un gros sujet en entreprise. Voilà. Ça veut dire quoi pour toi? Comment tu reconnais tes collaborateurs? Bon, la reconnaissance, c'est presque, alors tous les leviers sont importants, mais celui-là, c'est presque l'étape préalable. La reconnaissance, ça veut dire déjà, pour manager, faut aimer les gens, et donc faut bien qu'ils sentent que, quel que soit leur grade, leur statut, ils ont un rôle à jouer, que leur rôle est important. Le gars qui est magasinier, pendant le Covid, là, s'il avait dit, moi j'arrête, c'est dangereux. Mais vous imprimez, tout ça, il n'y a plus rien. Le mec, l'assurance me dit, non, c'est fermé. C'est pas grave, c'est fermé. Il dit, c'est le moment, on est en Covid, il ferme, les gars. Il dit, non, où est-ce qu'on va? Vous n'avez pas de masque, rien, attention. Et puis, il gagne le SMIC, il a amélioré, hein. Donc, c'est de dire, mais attendez, mais vous êtes vraiment important dans la caisse, et qu'ils le sentent. Évidemment, si on le dit comme ça, puis que derrière, on est là, dernier étage, moquette, 4 cm et tout, ils disent, bon, là, il y a un problème. Et donc derrière, c'est les gens, s'ils sont reconnus, ils se disent après tout, j'existe par moi-même. C'est-à-dire, on lui dit, mais toi, t'as le droit d'être tel que tu es, et t'as plein de choses à apporter dans cette caisse-là. Et c'est là qu'ils vont sentir, qu'ils vont pouvoir s'investir totalement, sans arrière-pensée, qu'on va pas se mettre que d'eux, qu'on va penser qu'ils vont faire des choses. Moi, j'ai un magasinier comme ça, j'ai un exemple dont on a fait l'envol du colibri, qui était un témoignage de 40 personnes, où il dit que jusqu'à présent, il n'était pas considéré. Que maintenant il est content parce qu'il y a des entreprises privées qui viennent le voir, il a envie de faire poursuivre sa carrière, etc. Alors qu'il s'étiolait depuis 30 ans, que tout le monde se fichait ce qu'il faisait. Il a réussi à tout résoudre et ça nous a rapporté vraiment beaucoup d'argent parce que ça coûte cher de gérer des archives. Donc la reconnaissance, je pense que c'est vraiment ce qui est presque le plus important parce que les gens ils souffrent trop d'un manque de reconnaissance. Et ce que je dis souvent, j'ai jamais vu quelqu'un rentrer le soir chez lui en disant j'ai trop de reconnaissance. Lucie, j'ai trop de reconnaissance, je voudrais bien t'en donner une partie, mais je peux pas. Tout le monde parle de moi sur LinkedIn, etc. J'en peux plus. Mais on est content. Faut être logique, on a tous besoin de reconnaissance. Ouais. Mais il faut qu'elle soit sincère. Et ça commence par ça, je crois. Sinon, on peut pas dire, on transforme une boîte, si les gens disent, mais je suis pas reconnu, ils m'exploitent, ils se moquent de moi, ils me disent des trucs, mais c'est pas sincère.
Ça c'est vraiment hyper essentiel. Donc, on n'a pas un statut, on n'a pas un grade, on a un rôle. Moi, mon rôle, c'était d'animer toute cette caisse. Que je sois directeur général d'une des plus grosses caisses de France et tout, ça n'en a rien à foutre, les gens, ils ont raison. C'est pas ça la question. C'est mon autorité viendra du fait que je suis légitime, que je dise, avec Patrick, c'est sympa, on fait des trucs, c'est bien, quoi. C'est pas parce qu'il a 40 ans de carrière, c'est pas la question. Il y a un autre terme que tu as utilisé qui est le droit à l'erreur. Ouais. Pareil, on en parle beaucoup et ça veut pas dire grand-chose. Ouais. Comment est-ce que tu as travaillé ça? Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous? Ouais, alors déjà, je pense que nous, les premiers, on appelait ça droit à l'erreur. C'est une erreur de terminologie, je crois. Il faudrait dire droit à l'expérimentation, voire peut-être même obligation de l'expérimentation. Devoir d'essayer, carrément. Ouais, parce que sinon, on va jamais rien faire. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut le distinguer du droit à l'échec, parce que si je fais une erreur, comme on dit, c'est que j'ai pas appliqué une norme. Si la norme est bête, c'est pas plus mal. Si là, on va dans la rue et devant nous, il y a un accident, il y a une femme avec des enfants, et que Romain me dit, ah oui, mais j'ai pas le droit de mordre sur la ligne blanche, non, je continue tout droit et je tue 3 personnes, quoi. Je lui dis, non, mais t'es devenu fou, quoi. T'en as à foutre du code de la route, si tu perds 4 points, tu vas dire au flic, non, mais attendez, j'ai sauvé 3 vies humaines, là. C'est caricatural, mon truc, mais c'est ça. Pendant le Covid, on a vu quand même des exemples incroyables. Si vous avez 6 doses dans un flacon, et quelqu'un dit, avec les nouvelles seringues Certi, on peut faire une 7e dose. Bingo, c'est bien. L'ARS est courant de ça, il dit, non, mais c'est pas le protocole. Non, c'est pas le protocole. Conclusion, à la fin de la journée, ils ont jeté 50 doses. Parce que c'était pas le protocole. Et c'est au début de la vaccination, on avait du mal à trouver des vaccins. Donc, ça rend stupide, quoi. Ça rend vraiment stupide. Donc, c'est pour ça, c'est le droit à l'expérimentation, c'est dire j'expérimente, j'essaie, etc. Alors, l'échec, c'est quand on n'a pas atteint son objectif. Je veux ne pas faire d'erreur est en échec. C'est-à-dire, les conditions ont tellement changé que j'ai fait une erreur. Tu démarres un grand projet informatique, et bam, la boîte a fait faillite et tout, et ça y est, ton projet, il s'arrête parce que de toute façon, tu pourras pas avoir de composants pour continuer. C'est un échec. Non, j'ai fait aucune erreur. Tout était prêt. Le mec, il se casse la figure, il nous lâche dans les pattes, là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est un échec. Oui, c'est un échec. Je le reconnais. Mais bon, on n'a pas fait d'erreur pour autant. Donc ça, c'est un sujet. Je pense que ça rejoint encore une fois la capacité à décider. Sinon, si on est tétanisé, on ne doit pas faire d'erreur, etc. Et finalement, il y a plein de définitions de Mandela qui dit je fais pas d'erreur, soit je m'arrête, soit j'apprends. Je sais plus exactement la phrase, mais bon, c'est la condition de la réussite. C'est un facteur d'apprentissage, l'erreur. J'ai rarement vu des gens apprendre sans faire d'erreur. Alors là, oui, mais j'entends beaucoup dans les entreprises, on n'a pas le droit à l'erreur, il nous faudrait une culture de justement du droit, tu vois, du droit à l'erreur. Ouais. Et en fait, tangiblement, concrètement, tu vois, j'arrive pas encore à matérialiser vraiment ce que ça veut dire concrètement. Ouais. Oui, alors déjà, il faut. C'est comme quand on parle de l'autonomie par rapport à l'erreur. C'est l'autonomie, elle n'existe que s'il y a un cadre. Si demain je vais sur un champ et je te dis, on va jouer. Tu dis, joue à quoi? Au rugby, au foot, au tennis, au golf, je ne sais rien, moi. Donc, si je ne te donne pas un cadre, tu vas pas être autonome. Parce que tu vas être comme une poule dans ma caillou, tu sais pas quoi faire. Et donc, ça, déjà, tu dis qu'il y a des limites à pas dépasser. Par exemple, le droit à l'erreur, ça peut être, imaginons, de régler l'assuré au-delà de 8 jours pour ses indemnités journalières. Mais ça, on transige pas là-dessus, il faut que tu te débrouilles. C'est la plateforme de service qu'on avait rendue autonome, c'est de répondre dans 95% des cas en moins de 3 minutes. Ça, les gars, vous vous débrouillez, ça, c'est comme ça. Vous faites pas ça, c'est en quelque sorte une erreur. Bon, mais à l'intérieur, tu vas jouer au baby-foot pendant 1 heure, si ça marche, mais tant mieux. Voilà, ça va être dur, mais on sait jamais, essayez toujours. Voilà. Ils faisaient eux-mêmes leur planning, finalement. Et ils faisaient eux-mêmes leurs horaires. Mais, à partir de là, c'est vraiment quelque chose qui doit être malgré tout encadré. Ce qui est bien aussi pour le droit à l'erreur, c'est quand on fait par expérimentation, on expérimente un truc qu'on veut développer après dans la société. On dit, vous expérimentez ça, si ça marche, on va continuer de le développer. Mais comme on expérimente, vous avez le droit à l'erreur, par définition. C'est pas la peine d'expérimenter. Mais la folie, ça serait que toute la caisse fasse comme ça d'emblée et que toute la caisse se casse la figure. Bon, essaye-toi,
Mais t'as forcément le droit à l'erreur parce que t'es chargé d'expérimenter. Pour les autres en plus. Le pilote de chasse, quand il est avec un nouvel avion, tout marche pas forcément. Le mec, il a atterri en catastrophe et tout. Ah, t'as atterri en catastrophe. Bah, évidemment, c'est un nouvel avion. Alors, évidemment, faut pas la peine que je l'essaye. Hein, bah oui. Et le cadre, il est co-construit ou c'est toi qui le poses? Ah bah, c'est mieux si c'est co-construit. Ouais, toujours. Moi, je pense que je suis assez d'accord. C'est comme la délégation. Si tu peux, tu co-construis avec le N+1, puis après le N-1, etc., pour pas qu'il reste des miettes au bout de 3 étages, hein, c'est ça. Et là, c'est pareil. Tu dis, écoutez, compte tenu de ce qu'on a, par exemple, alors la Caisse nationale donne des directives pour les délais de règlement des indemnités journalières, par exemple. Bon. Mais nous, dans la Caisse, on peut dire, bah voilà, est-ce que ça paraît raisonnable avec les effectifs qu'on a, les taux de rejet qu'on a, de faire ça? Oui. Et c'est mieux pour ensuite aboutir. Parce que moi, je crois, c'est ce que je me tue à dire aux gens, si vous faites pas la co-construction, vous allez penser aller plus vite, parce que vous décidez à 3 dans votre bureau enfermé au 5e étage, et les gens, ils vont appliquer. Ouais, ça va durer 3 mois. Et ils vont dire, c'est une erreur monumentale, on le fait parce qu'on est obligé de le faire, mais voilà. Alors que la co-construction, ça marche terrible. Et puis les gens, après, par rapport à ce que je dis, ils peuvent rechanger, en disant, bah, attends, on a fait ça il y a 6 mois, nous. Alors que si c'est toi qui l'as imposé, tu dis, bah, change encore la directrice, dis-moi, ah, celle-là, elle se prend pour qui? Est-ce que si ceux qui l'ont fait, ils disent on change? Bah oui, c'est vous qui l'avez fait. Bah, changez si vous pensez que ça marche pas. Changez. Mais vous avez toujours le taux de réponse à 95%, etc. Mais voilà. Oui. Pour tous ceux là qui sont encore parfois sceptiques ou dubitatifs, alors, nous on est des convaincus, donc ma question c'est ça coûte combien de libérer une entreprise? Alors ça coûte pas si cher que ça. Et ça rapporte par contre pas mal. Ce qui est le plus cher, c'est la formation de l'ensemble des managers. C'est là-dessus que j'ai beaucoup misé. Parce que si je forme la facilitation, c'est 30 personnes, ça va sur 1600 au début, on était à 1200 à la fin. Les managers, c'est 135 personnes qu'on a formées 5 jours à intervalle d'1 mois, 1 mois et demi quand même. Et puis après, il faut faire des piqûres de rappel éventuellement. Mais c'est pas totalement disproportionné. C'est pas totalement disproportionné. J'ai fait ça sur plusieurs années. Ça avait été que sur 1 an, c'est bien, mais aussi il faut assurer la production pour le coup derrière. On peut dire vous partez en formation, puis on verra bien ce qui va se passer. Bah non, voilà. Moi, je pense que ça rapporte beaucoup plus que ça coûte. Hein, parce que c'est pas du temps perdu, du temps de gâché. J'ai toujours pensé que c'était un investissement, quoi. Si on n'investit pas dans l'homme, on investit bien dans les machines. Hein. Bon. Et tu peux le faire quand tu es côté en bourse et que tu as des attentes très très court terme de tes actionnaires. Ça c'est vrai que c'est un autre phénomène. Quand on a bien vu des entreprises comme Poult, par exemple, la whisky Poult, je connais bien Robert Collard qui a travaillé là-dedans. Eh bien, mais ça s'est arrêté, je crois, quand... Ça s'est arrêté, oui. Ouais. En 2016, ça a changé d'actionnaire. Financier. Carlos, le patron, est parti. Robert Collard est parti le mois d'après. Ils ont dit, on a arrêté parce que c'était le rendement à court terme qui comptait, le reste personnel. Bon, alors qu'ils avaient des résultats exceptionnels. Limatech aussi, ça a changé comme ça. Christophe est obligé de partir. Oui, ça, c'est pas évident parce que il faut passer le cap assez rapidement. Mais alors ça exclut pas non plus de le faire dans des endroits. Moi, j'ai fait récemment une conférence devant un ensemble de cadres de haut niveau de différentes entreprises. Et donc, j'ai rencontré des personnes d'un laboratoire. Et c'est la 2e fois que je rencontrais de ce laboratoire. J'ai dit, c'est marrant. Ah oui, mais on est 6. Le directeur de recherche et développement nous a dit, ils sont 23 000 dans le monde, qu'on était 6, on était les fers de lance et qu'on allait le faire. C'est coté en bourse, c'est tout. Hein. Et qu'il fallait qu'on change absolument, qu'on allait le faire. Donc c'est possible. Mais il faut que le dirigeant à la tête se dise, mais c'est un investissement, c'est 6 personnes, c'est rien pour eux. Hein. Et que derrière, ils vont petit à petit, localement, peut-être en France d'abord, en Thaïlande ensuite, ou je sais pas où. Vous voyez, il faut faire ça intelligemment. Il y a plusieurs façons d'entamer un processus d'ailleurs. Et la première façon, c'est de se dire, on essaye sur un service, puis on voit ce que ça donne. Alors ça, c'est la façon, c'est par petit bout de la lorgnette, parce que c'est presque de se dire, de toute façon, ça va pas marcher, comme ça, c'est pas grave. La deuxième façon, c'est de dire, eh bien, écoutez, qu'est-ce que vous ne supportez plus dans cette boîte-là, dans ces 23 000 personnes, là, les gens vont dire, bon, l'entretien d'appréciation, c'est une aberration totale, c'est 1 fois par an, ça prend 3 heures, c'est de la folie furieuse. Moi, des gens m'ont dit, mais on peut pas le supprimer, c'est dans la loi. Oui, je dis, mais je vais pas obligé de le faire bêtement. Pour autant, la loi n'a pas dit, il faut faire bêtement 3 heures. Non, d'accord, donc on peut discuter. Eh ben, on va faire tous les 2 mois, on va faire un quart d'heure, puis à la fin de l'année, ça durera 20 minutes. Peut-être, hein, voilà.
Ça, c'est une deuxième façon de dire qu'est-ce que je supporte plus dans cette boîte. Ça peut être autre chose. La confection des budgets, c'est n'importe quoi, c'est jamais respecté de toute façon, c'est de la connerie. Bon, voilà. Et la troisième façon, c'est de dire on va prendre une entité, comme on a fait la plateforme de service de téléphone et courriel, et on va totalement la transformer de A à Z. Alors ça, c'est le truc, c'est tchoum, d'accord. Et puis l'autre façon, c'est de se dire, eh bien, chaque service dans la boîte va expérimenter un truc. Le recrutement par les pairs, le management visuel, l'entretien, appréciation, nouvelles formules. Puis après, on regarde. C'est bien, ça non, on jette ça. Ah, super, on étend, allez, on étend. Vous voyez, il y a plusieurs façons. C'est ce que je dis aux gens, mais commencez, osez, c'est tout ce que je vous demande. Voilà. Bon. On est sur un management qui est très incarné par le leader. Il reste quoi quand le leader part ? Ça dépend du nouveau leader. Mais il reste déjà tous ceux qui ont porté la démarche, qui sont nombreux. Dans la caisse discipline, il y en avait pas mal. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est directement proportionnel à l'envie du leader de continuer, et qui aura sa personnalité, et qui saura plus ou moins se servir des pépites qui sont là, et qui devra mettre son ego dans sa poche. Alors, il faut l'ego au service des autres. On a son ego personnel, c'est normal. Mais sauf que son ego, il est au service de l'intérêt général, en l'occurrence. Donc, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, tu es confiant que ça perdure et qu'il continue la démarche? J'en sais rien. La personne est là depuis le 1er mars. C'est très, très récent. On peut pas juger de façon aussi précoce. Faut voir ensuite. Faut prendre ses marques. Voilà. Bien sûr. Le regret que j'ai, c'est que on a une procédure. Et c'est comme toutes les normes. Souvent, elles existent et on a oublié pourquoi elles existaient. Qui existe depuis des années, qui fait que l'adjoint ne peut pas succéder au directeur en place. Et il fut un temps, j'avais 2 directeurs comme adjoints, ce qui était unique dans l'assurance maladie. Souvent, c'est des directeurs adjoints qui n'ont jamais été directeurs. Ils avaient été directeurs, ils étaient venus travailler avec moi, justement pour l'intérêt de la transformation managériale. Et ils peuvent pas me succéder. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, les directeurs adjoints étaient nommés par les conseils d'administration, et les conseils d'administration avaient tendance à trop abuser de la carte syndicale, etc. Bon, pour nommer les gens, ce qui n'était pas forcément un gage de bonne qualité. Ça peut, mais c'était pas forcément. Maintenant, c'est le directeur de la caisse nationale qui nomme. Sauf qu'il peut pas nommer l'adjoint. Donc, il va chercher un directeur ailleurs. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué dans ce cas-là. Sauf si les adjoints sont pas capables. Elles ne forcent surtout pas les adjoints. Mais là, c'était des adjoints capables. Donc, on a pris quelqu'un ailleurs. Alors, on verra par la suite, quoi. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les gens qui ont travaillé comme ça, comme Linda, par exemple, ou d'autres, ils continueront à porter ça. Continueront à porter, mais si ça marche pas, ils iront voir ailleurs. Parce qu'on les demande. Moi, j'ai plein de gens qui sont partis, même dans le privé. Ils ont été chassés. D'accord. Parce que les gens étaient venus en learning. Et elles viennent me voir, me dire, ah oui, j'ai pas une bonne nouvelle. Ah bon, bah voilà, ça fait 7 ans que je suis là, vous comprenez, la société machin m'a demandé. Puis écoutez, bravo, vous avez fait 7 ans, je vous remercie, je suis content pour vous. Ça prouve que vous êtes quelqu'un de capable. Je regretterai votre départ, c'est évident. Et vu votre âge, vous avez des enfants, tout ça, vous avez gagné plus, j'ai rien à dire. Bon. Donc ces gens, ils s'en vont facilement. Il y a une question qu'on aime bien poser, tu nous en as déjà dit un petit peu, mais c'est quoi ta définition du leader ? Ah oui. Là, il y en a plein, mais la définition du leader, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de faire grandir les autres, et de les inspirer, de leur donner envie d'être de faire des choses extraordinaires, quoi. De se dire, mais j'ai pas de limite. J'ai pas de limite. Moi, j'ai pas eu assez confiance en moi au début. Pourtant, j'ai vraiment pas eu de problème avec mes parents ni rien. Mais maintenant, c'est souvent ça. Et donc, le leader qui réussit ça, c'est faire grandir les autres. De toute façon, le leader, c'est le plus beau métier du monde. Parce que justement, ça consiste à faire grandir les autres et leur donner plein potentiel autour de soi. Et donc, ce qu'il faut au leader, c'est avoir les outils pour faciliter la coopération des gens. Si c'est manier les outils et les méthodes pour faire coopérer les gens, c'est fantastique. L'entreprise, c'est, vous en avez créé une, c'est quelque chose de fantastique. C'est la dernière communauté humaine qui reste. Vraiment. Parce que la famille, la religion, les partis politiques, les syndicats, ça a malheureusement tendance à s'estomper. Mais l'entreprise, c'est quand même quelque chose. Parce que c'est pour ça qu'on parle d'entreprise libérée, etc. L'entreprise, c'est quoi? C'est une communauté d'hommes et de femmes qui ont un but ensemble. Attends, c'est ça. C'est pas de faire du pognon et tout. Bien sûr qu'il en faut. Tu n'en fais pas, tu meurs. Mais c'est pas ça le but principal. Si on fait des choses ensemble qu'on n'aurait jamais pu faire tout seul.
Le leader, c'est celui qui a réussi à tirer tous ces gens-là pour qu'ils donnent le meilleur de leur potentiel et qu'ils soient fiers, la fierté d'appartenance. Je suis fier, j'ai fait ça, dis-donc. J'ai fait moins 5%, je suis fier. Personne n'est fier d'avoir fait moins 5. J'ai fait plus 10, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on fait? On va investir, on va faire une fondation, on va aider des gens à apprendre l'informatique. Voilà, c'est fabuleux, ça. Voilà, ça change la vie. T'as fait une super carrière à la CPM. Aujourd'hui, t'entreprends quoi? Et t'entreprends quoi pour un monde meilleur? Alors, j'entreprends plusieurs choses, de continuer à inspirer les autres en faisant des conférences et de l'accompagnement, de transmettre un peu ce que j'ai appris. Ce que j'entreprends aussi, c'est de m'occuper de ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, les 6 petits-enfants. Voilà, ça fait commencer à faire du monde. J'entreprends aussi d'aider les autres à travers deux vecteurs. L'association Bleu Blanc Cœur, qui fait beaucoup pour les animaux, et corrélativement pour les êtres humains et pour la planète, avec des résultats quand même excellents. C'est bien pour la santé des gens. Et puis aussi, cette idée m'avait été donnée lors des challenges qu'on faisait à la caisse, que tous les ans il y avait un challenge, et ensuite on faisait une tombola qui était destinée aux enfants qui étaient gravement malades dans les hôpitaux pour qu'ils fassent finalement le voyage ou le spectacle dont ils avaient toujours rêvé. Malheureusement, c'était peut-être le dernier qu'ils feraient de leur vie. Et je me suis dit que là, je pourrais servir à quelque chose d'extraordinaire, quoi. Voilà. Donc c'est ces projets-là. Puis il y a le golf que j'aime beaucoup. Je vais peut-être me mettre un peu au golf. Il y a pas mal de choses à faire finalement, quoi. Puis profiter de la vie tout simplement, aller au bord de la mer, parce que j'aime un pied-à-terre à la Baule, tout ça. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire qui sont intéressantes. Puis prendre du temps, c'est important d'avoir du temps, parce que ça m'a trop manqué le temps. Ouais, parce que c'est prenant quand on fait ça. Si on y consacre pas de temps, c'est dommage, parce qu'il faut le contact avec les gens, il faut le relationnel. On a trop oublié le relationnel. Le terrorisme, c'était qu'il n'y a plus de relationnel, comme ça, c'est coupé en tranches et plus productif. Mais sauf que pourquoi il y a une crise aujourd'hui? La crise, c'est l'interstice qu'il y a entre le travail réel et le travail prescrit. Parce que si les gens font le travail prescrit, bêtement, mais c'est comme s'ils faisaient grève parce qu'il n'y a plus de productivité. Mais tu m'as prescrit ça, je le fais bêtement. Alors ils vont faire 5 dossiers dans la journée au lieu de 75. C'est bizarre. Ah bah non, j'applique les normes. Ah bah non, moi je fais pas grève là. Ah non, j'applique les normes. Eh oui. Bon, génial. Est-ce que tu as un dernier mot quel est ton dernier mot pour conclure ce temps ensemble? Le dernier mot, c'est que oui, j'ai oublié de dire aussi, je travaille à l'Institut Santé avec Frédéric Bizard, où il y a eu un premier livre qui a été fait, on va en faire un deuxième, on fait des conférences de consensus, où on fait tout pour transformer le système de santé français qui est vraiment à la ramasse, on l'a vu avec le Covid, et on est quand même pas mal, avec des propositions qui sont intéressantes, qui sont faisables, on a envie de transformer l'essai. Donc justement, c'est pour répondre à ta question, je ne dévie pas, c'est dire, j'ai vraiment envie d'aider mon pays parce que il y a un potentiel fantastique et il est englué en ce moment. Il faut qu'on s'y mette tous. Certes, les politiques sont pas forcément courageuses. Certes, il y a de la bureaucratie, il y a de la technocratie. Justement, il faut changer tout ça. Il faut changer tout ça. Et moi, je suis convaincu que toutes les belles réformes qu'on peut faire, les plus belles structures, elles ne marcheront pas s'il n'y a pas des vrais managers à la tête avec une vraie transformation managériale qui fait que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils ont envie de se battre pour que ce pays change, il avance. Voilà, mon père s'est battu pour son pays, autrefois. Ça a failli lui coûter la vie, mais moi je me bats pour le mien dans des conditions beaucoup plus favorables. Ouais, c'est incroyable. Enfin, merci beaucoup Patrick pour ce temps ensemble, parce que en fait tout ce que tu viens de dire là et dans ta dernière phrase, c'est la thèse aussi de Tipping Point. Tu vois, nous on est convaincus que c'est les entreprises qui bâtissent le monde de demain et que les entreprises sont à l'image de leurs leaders. Donc tout passe par le leader et c'est aussi pour ça qu'on rêvait de t'avoir sur Tipping Point, mais parce que tu es vraiment l'emblème, enfin pour nous de ça, touché. Voilà. Donc ça fait plaisir, c'était un grand plaisir de discuter avec vous et bravo pour ce que vous faites. L'entreprise, c'est la richesse d'une nation, bien sûr, c'est clair. Bah voilà, c'est bien. Donc, on va y arriver. Ça donne du courage, ça donne il faut aussi de l'espoir aussi, bien sûr, de l'optimisme. C'est important. Super. Merci. Merci beaucoup Patrick. Merci beaucoup Patrick. Merci. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!